J'actualise pour l'instant. Il n'y a rien. Il faut que j'aille sur vidéo. Ça y est, nous sommes en direct. Alors, je vais vérifier de mon côté. Voilà, c'est bon pour moi, a priori aussi. Alors, bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur ce deuxième Facebook Live du cabinet Officio. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, cabinet Officio Avocat est un cabinet qui est dédié aux droits de la fonction publique, à ses administrations et à ses agents. Nous sommes donc trois avocats, Émilien Bateau, Marie Cochereau et Antonin Luzuy. Donc on a décidé la semaine dernière de mettre en place de manière hebdomadaire ces Facebook Live dans la période actuelle pour répondre à vos questions sur les répercussions pour les agents publics de la situation sanitaire actuelle, à la fois de manière pratique, mais également de manière purement juridique, c'est-à-dire des textes qui ont été mis en place spécifiquement pour la fonction publique dans ce cadre-là. Donc on va reprendre certaines des questions qui nous ont été posées la semaine dernière et auxquelles on n'a pas pu répondre. On vous invite naturellement également à vous poser vos questions, et auxquelles on essaiera, dans la mesure du possible, de répondre en direct. Et on va peut-être commencer, je vais laisser la parole à Marie pour faire le point sur une première question qui a été posée qui est un peu plus large, mais la question spécifique peut s'élargir. C'est le fait de savoir si l'état d'urgence sanitaire permet de justifier de manière dérogatoire la prolongation des CDD qui arrivera à échéance. Merci Émilien. Alors pour cette première question, oui, c'est une question qui nous a été posée à plusieurs reprises. Alors il faut savoir que les cas de recrutement des agents en CDD dans la fonction publique sont posés et définis par des textes avec des cas de recrutement bien particuliers, que le recrutement de l'agent ne vaut que pour le temps où le motif du recrutement existe. Donc dans le cadre d'un CDD, les motifs les plus courants vont être le remplacement d'un agent en congé de maladie, d'un agent en congé maternité ou un accroissement temporaire de l'activité qui va justifier qu'on a besoin, pour une période donnée, d'un nombre supplémentaire d'agents dans le service notamment. Ce sont les cas les plus fréquents. S'agissant des agents en CDD, pour la période de l'état d'urgence, il faut voir que si le motif de recrutement a disparu, c'est-à-dire que l'agent malade ou l'agent en congé de maternité est apte à reprendre du service, il n'y a pas de raison pour que le contrat continue. De même que on va considérer que le motif de recrutement en fait a disparu. C'est ce que considérera en tout cas le juge administratif, et donc il n'y a pas de raison de maintenir et de prolonger ce contrat au-delà de sa période initiale. Alors après, il peut se poser des questions un petit peu au cas par cas sur l'accroissement temporaire du service, les besoins du service, ou dans ces cas-là, peut-être que pendant la période de l'état d'urgence, la situation du service va faire qu'on a besoin de ce renfort d'agents, et là évidemment l'administration aura la possibilité de prolonger le contrat puisque le besoin n'aura pas disparu. Toutefois, à partir du moment où le motif de recrutement disparaît, sur la plupart des CDD, il n'y aura pas lieu à reconduction. Merci beaucoup Marie. On va passer à une deuxième question. Une deuxième question, un petit point que je vais me permettre de traiter. La semaine dernière, on nous a posé des questions sur
sur l'imposition potentielle de congés ou de RTT pendant la période de Covid. Alors, on vous a répondu la semaine dernière qu'il y avait des conditions pour le faire en jurisprudence et que le gouvernement, au départ, n'envisageait pas de prendre un texte spécifique pour les fonctionnaires sur cette question. Ils ont changé d'avis. Hier a été publiée une ordonnance qui va faire du bruit, je pense, parce que le gouvernement prévoit pour les agents publics de l'État, dans un premier temps, l'imposition pour tous les agents qui étaient en autorisation spéciale d'absence depuis le début du confinement et jusqu'à aujourd'hui, l'imposition de prendre 10 jours, 5 en congé annuel, 5 en autorisation, enfin 5 en RTT. Donc c'est même pas une latitude qui est laissée au chef d'administration, hein, c'est l'ordonnance qui impose la prise de ces congés. Elle permet, dans un second temps, cette ordonnance, pour la période qui va venir, d'imposer 5 jours de congé annuel aux agents qui seraient en télétravail. Alors, sous réserve des nécessités de service. Alors, ça pose question, parce qu'on l'a évoqué la semaine dernière. S'interroge sur l'existence d'une nécessité de service, d'organiser des congés annuels de gens qui pourraient travailler de manière alternée. C'est-à-dire qu'on a du mal à concevoir que l'agent, je veux dire Martine, dans un service et Jean-Pierre dans le même service puissent être en congé l'un une semaine, l'autre semaine, imposé par l'administration. Parce que d'après nous, le juge administratif considère qu'il y a des nécessités de service dans ce cas-là, que si le service est fermé. C'est-à-dire qu'on vous impose des congés s'il n'y a pas de travail du tout. Donc on s'interroge un petit peu, l'ordonnance est assez vague sur ce point, sur ce qui va être fait. Il y a un point de vigilance et on y reviendra plus tard dans le cadre d'un article éventuellement, puis sur des points de vigilance auprès de nos partenaires, pour les collectivités territoriales, puisque cette ordonnance prévoit dans une disposition un peu balai que les maires, les présidents de département, les présidents de région pourront, sur simple décision individuelle, appliquer cette ordonnance à leurs agents dans les conditions qu'ils auront définies. C'est suffisamment vague pour laisser place à une interprétation un peu au cas par cas. Voilà, on attire l'attention à la fois des agents territoriaux et des autorités territoriales sur le fait de faire bien attention à la manière dont ils vont mettre ça en place et essayer au mieux de respecter au moins le cadre qui est fixé par l'ordonnance, même si a priori le texte leur laisse plus de marge. Donc soyez toutes et tous vigilants, à la fois si vous êtes employeur et agent, à la manière dont ça va être appliqué, mais on est clairement dans un régime qui est différent des salariés du privé pour qui on n'a imposé que 6 jours. Là, on peut être de 10 voire 15 jours au maximum, et en plus de manière rétroactive, ce qui est un peu gênant pour des personnes qui s'étaient déjà organisées avant la période. Voilà, on ne rentrera pas plus en détail sur cette ordonnance, c'est sauf si vous avez des questions, mais on tenait à vous la signaler parce que c'est un gros tournant dans l'organisation du temps de travail des agents publics de l'État et de la territoriale. Naturellement, on n'a pas mis les fonctionnaires hospitaliers dans le lot, puisqu'a priori, on a besoin d'à peu près tout le monde en ce moment dans ces services. Mais voilà, pour les autres fonctionnaires et agents publics, il y a une vraie interrogation. Ça permet de rebondir sur une autre question qui a été qui est régulièrement posée sur ce point, qui je vais adresser plutôt à Marie. Est-ce que les ASA, donc les autorisations spéciales d'absence, et les périodes de congés annuels permettent de cumuler des jours de RTT? Oui, c'est aussi une question qui nous a été posée à plusieurs reprises par mail et via Facebook. Alors, comment dire, les autorisations spéciales d'absence, dans cette position, il faut bien voir que l'agent n'est pas considéré comme étant en exercice, c'est-à-dire que il n'est pas considéré comme dans une position où il travaille, à la différence du télétravail par exemple, et donc il ressort d'une circulaire du 31 mars 2017 relative à l'application des règles de temps de travail dans les 3 versants de la fonction publique,
que ces ASA ne génèrent pas de RTT. En fait, il s'agit d'une transposition aux ASA de ce que le législateur avait souhaité s'agissant des jours de congé de maladie et qu'il avait intégré dans un article 115 d'une loi de finances pour 2011. Et il estimait que pendant ces périodes-là, l'agent ne génère pas de jours de réduction du temps de travail. Pourquoi? Et en fait, le principe est relativement logique en l'espèce, puisque l'acquisition de jours de RTT, elle est faite pour compenser une suractivité de l'agent, c'est-à-dire que l'agent a dépassé son quota annuel de 1607 heures, et pour rattraper ce dépassement, on lui octroie en fonction un certain nombre de jours de RTT. Si l'agent n'est pas dans une position où il travaille et que ça ne viendra pas en s'additionnant à son temps de travail annuel, celui qui est déjà programmé, il est normal que l'agent ne cumule pas sur cette période de jours de réduction de temps de travail en plus. Merci beaucoup. Toujours sur les autorisations spéciales d'absence et en lien avec des annonces qu'on fait un petit peu polémiques sur lesquelles tu vas revenir, Antonin. L'autre question qui s'est posée, c'est est-ce que je peux cumuler une activité avec une autorisation spéciale d'absence? Est-ce que je peux travailler pendant que je suis en ASA? Et plus globalement, c'est une question qui nous a été posée la semaine dernière, quels sont mes devoirs en tant qu'agent public quand je suis en autorisation spéciale d'absence? Alors, j'ai déjà à répondre à ta dernière question qui semble plus générale. Premièrement, quand on est en ASA, on reste d'une certaine façon un fonctionnaire à part entière. C'est-à-dire que vous êtes soumis aux mêmes devoirs et aux mêmes obligations. C'est-à-dire que, et je pense que Marie en parlera tout à l'heure, vous êtes toujours soumis aux devoirs de réserve, vous êtes toujours soumis également au principe de non-cumul d'activités. Là, je vais venir donc à ta première question, je vais y répondre. Donc, qu'est-ce que c'est que ce principe de non-cumul d'activité? C'est quand vous êtes fonctionnaire, vous devez, d'une certaine façon, vous devez travailler exclusivement pour votre employeur public. C'est-à-dire que vous êtes dédié corps et âme pour lui, d'une certaine façon, et donc vous ne pouvez pas travailler ailleurs, que ce soit aussi bien dans le privé que dans le public. On a eu cette question sous forme, par exemple, est-ce que je suis en ASA, est-ce que je peux aller faire la cueillette des fraises, par exemple, ou travailler comme saisonnier dans une exploitation agricole? D'une certaine façon, vous ne pouvez pas. Il existe des dérogations, mais cela suppose de demander une autorisation à votre employé. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il y a deux solutions. La première solution, c'est pas lui en parler, mais vous prenez bien sûr un risque. C'est pas là une solution juridiquement tenable. La meilleure solution est bien sûr de demander une autorisation pour exercer justement cette cueillette de fraises ou exercer une activité accessoire dans la liste limitative qui est prévue donc au décret du 30 janvier 2020. Donc voilà, donc il faut faire attention, vous êtes toujours soumis aux mêmes devoirs. D'où également le devoir de réserve. Oui, ça peut être une jolie transition avec cette question sur laquelle on va peut-être revenir après parce qu'on a une question directe sur le Facebook Live. Fonctionnaire nous demande, elle indique qu'elle est en disponibilité pour motif personnel et actuellement à l'étranger. Et l'interrogation, c'est puis-je être licencié si je ne peux pas revenir à la date où j'ai demandé ma réintégration? Est-ce que si quelqu'un veut prendre la question, si je la prends Bon, je quand même. C'est une bonne question. Vous me direz, Marie-Antonin, si vous êtes pas d'accord ou si vous avez des précisions. Pour moi, non. Non, parce que c'est variable. Tout dépend des raisons pour lesquelles il n'est pas possible de revenir.
l'administration a l'obligation de mettre en place les modalités nécessaires à l'organisation du travail dans cette période. Donc, ça peut être autorisation spéciale d'absence si vous ne pouvez pas travailler, télétravail si vous voulez travailler en télétravail. Ce n'est pas parce que le service est physiquement fermé que la réintégration administrative n'est pas possible. La réintégration administrative, pour moi, c'est essentiellement une réintégration par arrêté, enfin une régularisation de situation. Si vous pouvez télétravailler depuis l'étranger, je ne vois pas pourquoi il y aurait de difficultés. Le licenciement en cas d'absence au moment de la réintégration, ce serait pour un abandon de poste. Mais la jurisprudence sur l'abandon de poste est suffisamment restreinte et restrictive pour pas permettre de licenciement en cette période. Je vois mal un juge administratif accepter un licenciement pour un abandon de poste alors que la personne est bloquée à l'étranger, ne peut pas revenir et que l'administration ne met pas en place une forme de télétravail. Notamment parce que, si vous êtes, notamment Emilien, parce qu'en matière d'abandon de poste, le juge administratif tient compte du fait que l'agent a exprimé son souhait de revenir et son souhait de ne pas abandonner son poste. On tient énormément compte pour cette qualification d'abandon de poste de l'attitude de l'agent, des souhaits qu'il exprime. Là, on est dans un cas très particulier où l'agent serait physiquement empêché de reprendre son activité. Je pense qu'on pourrait aussi faire le parallèle avec un agent qui serait en situation de maladie au moment de reprendre son activité. Donc là, je pense que tu as tout à fait raison. Il reviendrait dans ces cas-là, compte tenu des circonstances exceptionnelles, de voir si l'administration peut trouver un autre moyen d'organiser les fonctions de l'agent en télétravail pendant cette période. Et si ce n'est pas possible, dans la mesure où il est impossible pour l'instant de prendre l'avion d'un pays à l'autre, de voir si dans ces cas-là, l'agent ne peut pas être placé justement en autorisation spéciale d'absence, compte tenu des circonstances extrêmement particulières de l'état d'urgence. Il faut, si vous me permettez, juste un point, je conseillerais quand même à l'agent de prendre tout de suite attache avec son service pour lui indiquer qu'il est bien entendu impossible pour lui de se déplacer et de voir quelles modalités pourront être mises en place, tel que vient de le dire Marie, mais surtout signalez-vous auprès de votre administration pour que, d'une certaine façon, aucune mesure négative pour vous puisse être prise. À savoir... Ça répond du coup. Pardon. À savoir également que si on est encore dans les délais et qu'il reste encore pour l'agent une possibilité de prolonger sa disponibilité, ça peut être aussi une solution à envisager, une prolongation pour 3 mois, à condition que l'agent n'ait pas épuisé ses droits, mais ça pourrait être aussi un accord avec l'administration de prévoir de prolonger pour 3 mois et de repousser la réintégration de l'agent à un moment où il sera en capacité de se déplacer. Oui, donc ça répond à la sous-question de la personne qui vient de la poser. C'est vraiment, elle indiquait que la question était vraiment liée au Covid et l'impossibilité de rentrer parce qu'il n'y a pas de vol. Donc je pense qu'on vient d'y répondre. C'est pour moi vraiment la disposition à mettre en place, c'est l'autorisation spéciale d'absence, une réintégration administrative et immédiatement placement en autorisation spéciale d'absence. Éventuellement donc avec la mise en place de congés ou de RTT imposés, ce qu'on vient d'expliquer en début de vidéo. Sur ce point, mais il n'y a pas de problématique juridique à une reprise en absence. Enfin, c'est prévu, l'organisation de l'absence de l'agent est prévue par les dispositions mises en œuvre. Autre question qui nous est posée, qu'en est-il des infirmières d'une collectivité qui souhaitent rejoindre les hôpitaux pour aider dans le cadre du Covid? Est-ce que c'est aussi obligatoire d'émettre une autorisation? Alors, ça c'est une très 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 bonne question. Sans le Covid se posait déjà la question de savoir si une infirmière pouvait avoir une activité libérale de façon cumulée, de façon accessoire, en dehors par exemple sous forme de remplacement et en dehors bien sûr de toute reprise de société ou de création d'entreprise. Quand on regarde sur les activités accessoires, parmi la liste qui est possible, il y a expertise et consultation. Le terme consultation, surtout en médical, peut être extrêmement ambigu. C'est-à-dire que d'une certaine façon, est-ce qu'on est sur une
qu'on parle consultation, on voit que c'est expertise et consultation, on forme plutôt sur un point de vue juridique d'une certaine façon. Mais il y a beaucoup de soignants qui utilisaient éventuellement cette possibilité pour demander la possibilité de faire des remplacements ou dans le public ou de créer des remplacements dans le libéral. Certains établissements le permettaient, d'autres ne le permettaient pas parce que les dispositions ne sont pas forcément claires. Après, si vous êtes infirmière dans le territorial, que vous êtes en ASA, sollicitez cette autorisation pour aller donner un coup de main aux hôpitaux. Je pense que votre employeur aura suffisamment conscience de la situation pour comprendre qu'il y a une nécessité pour venir aider le système hospitalier actuellement. Voilà, je pense que comme l'autre question qui a été posée pour la réintégration, n'hésitez pas à reprendre contact avec votre employeur, de lui demander si c'était possible, d'avoir son autorisation et d'acter les choses clairement avec vous pour ne pas vous mettre en faute un moment ou un autre. Alors, la question spécifique qui nous faisait justement d'un employeur, c'était dans la position de l'employeur, est-ce qu'il est obligatoire d'autoriser cette demande ? Du coup, je pense que tu as répondu à la question, c'est que c'est pas clair. Donc, non, c'est volontaire. C'est en effet, c'est réellement pas clair. Après, il faut voir. Je pense que c'est une question de solidarité face au Covid. Et je pense que tous les employeurs publics qui ont des ressources qui sont inexploitées, telles qu'une infirmière en territorial, devraient jouer sur cette ambiguïté pour le permettre. Je pense que ça le justifierait. Ça le justifierait. Et puis, bon, de toute façon, ça permet de répondre à la question de manière plus générale. Pour autoriser un cumul d'activités, l'employeur doit quand même toujours vérifier les conditions de ce cumul. Est-ce que ça répond aux règles habituelles de maximum de temps de travail? Est-ce qu'il n'y a pas de problématique de déontologie, etc. Donc, ces questions restent. Elles sont pas suspendues pendant la période du Covid. À mon avis, il y aurait aussi une autre option si à la fois l'agent ou l'employeur veut éviter de se poser la question, ce serait de solliciter du préfet une réquisition de ces infirmières. Le préfet peut toujours réquisitionner à titre totalement individuel certaines personnes. Alors, ça serait compliqué de comprendre pourquoi il réquisitionne des infirmières de certaines collectivités et pas d'autres, mais si certaines personnes sentent le besoin d'aller en hôpital, qu'il y a un besoin côté au secteur hospitalier, parce qu'il faut qu'il y ait un besoin, on ne peut pas les aider pour principe, pourquoi pas effectivement solliciter une réquisition du préfet qui permettrait justement d'écarter toutes les questions d'organisation pour l'employeur, la réquisition venant supplanter toutes ces questions-là. Après, il faut le voir, c'est que si vous venez aider dans les établissements publics de santé, je pense que ça sera une aide ponctuelle. Ça sera soit sous forme de vocation, éventuellement sous un contrat d'accroissement temporaire d'activité, dont la durée sera extrêmement limitée, c'est-à-dire au temps de la crise sanitaire. On l'envisage là, pour l'instant encore, et potentiellement à 1 mois, donc votre contrat pourrait très bien d'une durée d'1 mois, mais prenez contact avec votre employeur territorial pour avoir son accord. Au moins, ça vous sécurise. On va passer sur une autre question que tu avais entamée, Antonin. On a vu quand même fleurir ces derniers temps, notamment sur les réseaux sociaux, des personnels hospitaliers qui ont fait des vidéos sur les moyens de l'hôpital, sur ce genre de choses, et on a pu apprendre que certains établissements avaient décidé de sanctionner certains agents pour manquement au devoir de réserve. Alors, on a Marie, je vais te les laisser présenter, mais on a eu 2 exemples sur ce point assez différents qui permettent de revenir à ce devoir en la matière. Oui, on a eu 2 exemples très différents. Le premier, celui d'une infirmière qui, par vidéo, je crois sur Facebook ou un autre réseau social,
montrait l'état des blouses qu'ils avaient reçues pour se protéger lors du service. Ces blouses qui se défilochaient complètement au fur et à mesure qu'elles l'enfilaient et qui du coup n'étaient pas du tout d'une bonne qualité et n'allaient pas du tout remplir leur mission de protection. Ça, c'est le premier cas qui a été présenté. Je crois qu'au final, l'agent n'a pas été sanctionné. Je pense que l'établissement a été un petit peu inquiet aussi de la publicité négative que cet événement pourrait éventuellement produire. Et la deuxième situation, c'est la situation d'une représentante du personnel qui avait, au sein de l'établissement, cette fois-ci, pas sur les réseaux sociaux, mais au sein de l'établissement, véhiculé, enfin en tout cas fait connaître à la direction euh, les difficultés et le besoin en matériel, a fait remonter en fait les difficultés des agents des services et le besoin en matériel auquel ils faisaient face et qui était cruellement manquant en l'espèce. Alors dans les deux cas, on ne va pas être en réalité, je pense qu'il y a eu un abus de langage, soit de la part de l'administration, soit de la part des médias ou des gens qui ont relayé ces informations. Je pense qu'on n'est pas tout à fait dans le domaine du devoir de réserve, puisque le devoir de réserve, il concerne en général des propos qui vont être excessifs, violents ou injurieux, que ce soit envers un supérieur hiérarchique, envers l'administration en général, envers des administrés ou bien envers ses collègues. Donc on n'est pas dans cette forme d'expression injurieuse, on est plutôt sur la divulgation d'événements et d'informations qui concernent le service et son fonctionnement. Donc on est plutôt dans la question de la discrétion professionnelle. Est-ce que dans cette période d'état d'urgence, les agents hospitaliers ou leurs représentants du personnel doivent se montrer discret sur la manière dont fonctionne le service et éventuellement sur les carences que connaît le service dans les moyens de protection de ses agents. Donc la loi, elle impose ce principe de discrétion professionnelle, donc on ne doit pas divulguer des faits, des informations, des documents dont on a connaissance dans le cadre de ses fonctions. Il y a eu plein de jurisprudence, notamment sur des agents de police municipale qui avaient divulgué les endroits où se trouvaient les caméras de sécurité, comment fonctionnait le service, comment s'organisaient les gardes, les choses comme ça, ce qui aurait pu en fait nuire concrètement au service, à son fonctionnement et même inciter des gens à se servir de ces informations contre la police elle-même. Là, on n'est pas tout à fait dans ces situations-là. Premièrement, s'agissant du représentant du personnel, elle était totalement dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, c'est-à-dire représenter les agents de son établissement. Représenter les agents de son établissement et indiquer en l'occurrence quels étaient leurs besoins, les difficultés auxquelles ils faisaient face. Pour ça, ça peut se faire à l'occasion de n'importe quel rendez-vous avec la direction, à l'occasion de n'importe quelle instance de représentation du personnel. Souvent, on va parler de ces questions de santé dans le cadre du CHSCT, mais ça reste dans l'exercice de ses fonctions et à partir du moment où ces propos n'ont pas été disproportionnés ou injurieux envers la direction, ou même excessifs dans leur expression, il n'y a pas de raison pour que l'agent soit sanctionné ni pour une violation quelconque de son obligation de réserve, ni pour une violation de son obligation de discrétion professionnelle, puisqu'il n'y a pas eu en fait de divulgation d'informations à l'extérieur de l'établissement. En revanche, pour l'agent qui a diffusé sur les réseaux sociaux l'état du matériel que recevait l'établissement, là on a une publicité en fait qui a été donnée à son information, aux informations qu'elle communiquait. Donc des personnes de l'extérieur savent quels sont les moyens du service et éventuellement voilà, les difficultés que ça peut présenter, ça peut poser des questions effectivement d'image du service. Toutefois, en l'espèce, elle n'a pas vraiment, on ne peut pas considérer qu'elle ait divulgué des informations qui nuisent concrètement au fonctionnement du service, c'est-à-dire qu'elle n'explique pas comment fonctionne l'établissement, elle ne donne pas les noms éventuellement des patients, elle ne divulgue pas d'informations que ne devraient pas connaître des personnes de l'extérieur. Au contraire, elle fait plus
application, à mon sens, de son droit d'alerte. Alors d'une manière qui n'est pas très délicate, puisqu'en général, on le fait directement à son supérieur hiérarchique ou à un représentant du personnel, mais c'est plutôt quelqu'un qui a malencontreusement publié son droit d'alerte sur ses conditions de travail et surtout sur la carence dans les systèmes de protection que lui offre son établissement. Donc, je pense que à ce stade, et compte tenu des circonstances très particulières de la période, des sanctions pourraient être considérées comme disproportionnées par rapport aux faits qui se sont déroulés. De toute manière, c'est très clair dans le cas de la personne qui exerce les fonctions de représentant syndical, et je pense que ce serait probablement aussi le cas, compte tenu des circonstances vraiment particulières, pour l'agent qui aurait fait ces vidéos sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Marie. Peut-être alors d'autres interrogations qu'on a pu avoir au fur et à mesure. On n'en avait pas d'autres sur Facebook, mais on a posé plusieurs. Alors, j'essaie de reprendre. Est-ce qu'on... Ah oui, il y a une question qui a été régulièrement posée et sur laquelle les gens ne sont pas tout à fait d'accord. Est-ce qu'on peut demander une autorisation spéciale d'absence pour garde d'enfants si on est en télétravail? Je ne sais pas si... Antonin, peut-être répondre non. Pour moi, ça me semble possible d'une certaine façon. Faut voir les deux modalités, surtout dans le cas d'un couple. Si vous êtes une personne seule et que vous avez des enfants, il est bien normal de vous mettre sur ces motifs, bien que vous soyez en télétravail. Il est bien clair. Personnellement, j'ai des enfants. Il est extrêmement dur de télétravailler en ayant des enfants à s'occuper. Donc moi, ma réponse, ma position serait plutôt oui, à mon sens. À partir du moment où on n'a pas d'autres solutions de garde, enfin, le télétravail, c'est une modalité d'organisation du travail, mais ça se conditionne au fait qu'on puisse effectivement travailler. Si on s'aperçoit que l'absence d'autres solutions de garde vous empêche complètement de travailler, comme ça serait le cas si vous deviez être présent physiquement dans le service et que vous n'avez pas de solution de garde, on vous place en ASA pour garde d'enfants, ça paraît logique que ça s'applique également au cas du télétravail. Que vous soyez présent physiquement sur votre lieu de travail ou à votre domicile, pendant votre journée, vous êtes censé travailler. Si le fait que vous devez garder vos enfants vous empêche de travailler, je suis tout à fait d'accord avec Antonin sur le fait qu'il est normal de pouvoir demander cet ASA. Oui, tout à fait. Alors, peut-être une dernière petite précision avant de quitter la vidéo, parce qu'on va manquer de temps. Et ça y est, j'ai oublié. Alors si, bon ça je tenais à en parler parce qu'on a vu aussi, c'est encore une réaction à l'actualité, on a vu fleurir aussi sur les réseaux sociaux des critiques vis-à-vis de certains enseignants qui ont indiqué qu'ils pourraient exercer leur droit de retrait lors de la reprise le 11 mai. On en a déjà parlé un petit peu la semaine dernière du droit de retrait, mais je ne sais pas si Marie, tu veux revenir dessus, puis j'apporterai peut-être une dernière petite précision par rapport à un décret qu'on nous a signalé sur une condition de travail des enseignants. Mm-hmm. Est-ce que, on en a déjà parlé, mais est-ce que les enseignants pourraient faire valoir leur droit de retrait le 11 mai ? Alors, comme on l'a expliqué la semaine dernière, le droit de retrait, il implique qu'il y ait des conditions bien particulières qui soient réunies. Il faut un danger grave, que le danger soit imminent, qu'on ait vraiment une crainte qui soit réelle et actuelle pour sa santé ou sa vie. Dans le cadre des enseignants, plus particulièrement, et de la reprise, de l'ouverture des écoles et du retour des élèves nombreux dans les salles de classe, la question qui va se poser de savoir, c'est, au même titre que pour les agents territoriaux ou les agents des services hospitaliers, au cas par cas, il faudra déterminer si on est dans une zone géographique, ces fameux clusters, où on a un nombre de cas qui est conséquent, un risque de contamination et de contagion qui est conséquent, si éventuellement l'école a mis ou n'a pas mis en place
de moyens de protection? Est-ce que les enseignants et les élèves ont, je ne sais pas, du savon, des masques à disposition? Est-ce que le nombre d'élèves par classe ont été réduits pour que les élèves ne soient pas tous agglutinés au même endroit? Est-ce qu'il y a de l'information régulière sur les gestes barrières? Enfin voilà. Après, c'est des cas c'est des choses à déterminer concrètement par l'autorité administrative. C'est à chaque chef de service d'organiser son service pour que les moyens de protection soient suffisants. Mais en tout cas, il ne pourra pas y avoir de droit de retrait général. Il ne pourra pas y avoir, par principe, de droit de retrait de tous les enseignants parce qu'on réouvre les écoles. Il faudra se poser la question au cas par cas. Quels sont les élèves que je reçois? Combien sont-ils? Est-ce que le risque de contamination est fort? Est-ce que je suis dans une région où le risque de contamination est très important, où il y a eu de nombreux cas? Est-ce que certains enfants ont des parents qui travaillent éventuellement dans le milieu médical et qui seraient extrêmement exposés? Enfin, disons que ça ne peut se régler qu'au cas par cas. Il ne pourra pas y avoir de réponse générale dans ce cas du droit de retrait. Merci beaucoup. Alors, rapidement, puisqu'on a une toute dernière question qui nous a été posée, il nous reste 2 minutes 30, mais je vais essayer d'en faire une réponse rapide de partenaires syndicaux qui nous demandent si, dans ce contexte de crise, les employeurs sont tenus de saisir de convoquer les CHSCT, ou si de simples réunions d'information peuvent être organisées. La question a été posée plusieurs fois. J'ai la chance de vivre en confinement avec une responsable de service sécurité prévention d'un ministère. Et on en parle beaucoup. Oui, là en fait, on est dans le cœur même de la mission du CHSCT. Donc en théorie, les CHSCT devraient être saisis de toutes les mesures qui sont mises en place dans les administrations. Ou de toute difficulté qui viendrait être rencontrée. Le problème, c'est que convoquer un CHSCT en ce moment, c'est un peu compliqué. Il y a des modalités, on n'a pas le temps vraiment d'y revenir, on y reviendra peut-être la semaine prochaine, de convocation des instances par visio. Mais clairement, juridiquement, à proprement dit, oui, là, on est dans une période où c'est l'essence même du boulot du CHSCT que d'être saisi dans toutes les formes d'organisation de la santé et de la sécurité au travail. Là, on est vraiment dans leur cœur de métier. Donc, on pourra comprendre, ça revient régulièrement, que les employeurs fassent valoir dans certains cas ce qu'on appelle la théorie des formalités impossibles. C'est-à-dire, je voudrais bien saisir le CHSCT à chaque fois, mais ça va être compliqué. Sauf que le gouvernement a mis en place pour le Covid des modalités de saisine des instances de manière dématérialisée. Donc, ça va être, c'est très pratico-pratique, j'ai envie de dire. Mais oui, on est en revanche vraiment dans le cœur du métier du CHSCT, donc ma réponse serait oui, a priori. Et on vous remercie d'avoir assisté à ce Facebook Live, le deuxième. On sera de retour la semaine prochaine pour peut-être creuser cette question qui est intéressante des instances en visio, et puis toutes les autres questions qui nous sont posées au fil des semaines et qu'on n'a pas encore eu le temps de traiter ici. Merci beaucoup. Merci à tous, à bientôt.